C'est parti, présente-toi. Salut, bonjour. Bon bah moi c'est Willy des PCB, Will ou Will. D'accord. Comme vous voulez. Donc au départ, toi tu fais du roller. Au départ, ouais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport et qui n'a pas beaucoup de moyens. Parce qu'il y a beaucoup de cas de jeunes de la banlieue. Donc on est monté sur Paris. Au début, on grattait la patinoire avant de se faire renvoyer. Quand on se fait virer la patinoire, on a chaussé les rollers. Là, on est en quelle année? On est en 80. Là, on est en 82, 81, 82. D'accord. Et donc, on patine sur la dalle Montparnasse. Et toi, t'as quel âge? Et là, j'ai 18, 19 ans. On patine sur la dalle Montparnasse, insouciant. Et déjà, à cette époque-là, on tombe sur un article d'Actuel qui nous parle de mecs qui tombent sur la tête. Et là, on hallucine, on se demande qu'est-ce que c'est. Et puis, une photo ne peut pas vous raconter du breakdance. Mais donc, toi, ça t'intéresse la danse à cette époque-là? ça m'intéresse, mais je sais pas comment dire. Enfin, la danse, pas la danse que je vois, quoi. Pourtant, à Montparnasse, on a des potes qui dansent, on a des blacks qui viennent faire des chorégraphies devant chez les coiffeurs de Sange. Et c'est sympa ce qu'ils font. Ils écoutent des Earth, Wind & Fire, du Kool and the Gang, Delegation, enfin les choses comme ça. Ça me parle, mais c'est pas encore... Je préfère l'action du roller. Ouais. Jusqu'au jour où, en faisant nos défis, parce qu'à l'époque du roller, on faisait déjà des défis, en allant défier des gars du Trocadéro, que nous on prenait bêtement pour des bourgeois parce qu'ils patinaient au Trocadéro. Donc on allait les défier pour leur montrer que nous, la banlieue, on était là. Et un jour, en arrivant sur la dalle de Trocadéro, on tombe sur des danseurs. Et là on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette danse? Un truc qu'on n'avait jamais vu, où j'avais un vague souvenir d'avoir vu quelque chose qui ressemblait à ça dans une émission de télé 2 ans auparavant dans Megahertz sur une tournée de Manival. C'est ça. Et donc on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis les gars. Mais c'est quoi? C'était un show? Même pas, c'est des gars qui faisaient la manche. Ah, qui s'entraînaient. Qui faisaient la manche, qui faisaient du freestyle, qui faisaient le show et pas français. Le lendemain, on y retourne, les gars sont là. Et on y est allé pendant 2-3 jours et en discutant avec les gars, on apprend que ce sont les danseurs de Michael Jackson, les gars qui ont tourné le clip Beat It. Et on se prend d'amitié avec ces gars-là et on commence à regarder comment ils dansent, on discute avec eux, ils nous expliquent des mouvements. Et là, ça commence, pour moi, c'est la naissance du hip-hop en France. Ça se passe au Trocadéro en 82-83 par le biais des danseurs de Michael Jackson. Même si eux ne le savent pas encore, mais ils vont donner cette graine qu'est le au hip-hop français. Et nous, petits Français, donc de banlieue, on a ça, on se dit ouais super, on a un truc que les autres ne connaissent pas. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller loin. Juste quand on descend dans notre tour, on retourne chez nous, en bas de la cité, on monte ça aux gars, les gars nous disent wow, c'est quoi votre truc? Là, on sait qu'on tient quelque chose. Et là, toi, t'es de quel quartier? Moi, j'étais de Blanc-Ménil, Les Tilleuls, 93 150. Hein. Pour ceux qui connaissent. Donc, je fais une dédicace au Prince du Swing, vraiment un bon groupe. Hein. Et on va continuer dans l'histoire quand même. Et donc, toi, quand tu arrives dans ton quartier, tu commences un peu à t'entraîner à ces moments-là? Je m'entraîne un petit peu dans le quartier, je monte à mes frangins, qui montrent à des copains, etc. Mais l'idée, c'était de retrouver les gars avec qui on avait vu les danseurs et voir ce que eux avaient retenu, moi ce que j'avais retenu, pour essayer de faire une synthèse de tout ça. Un pot commun. Pour faire un pot commun, une valeur commune. Et c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, on commence à faire les premiers groupes. On commence à aller au Bataclan, la Grange aux Belles, le Bataclan. Et là, on commence à montrer le peu qu'on connaît. Et une question, est-ce que tu allais toi à l'époque déjà au Bataclan de Voltaire? Ouais. Ah, tu y allais? Oui, on allait déjà au Bataclan. Ouais. D'accord. C'était très jazz rock là-bas. C'était très jazz rock, disco, funk. Ouais, non, c'était tous nos potes, ils allaient là-bas, quoi. On se retrouvait. Moi, je connais des gens qui allaient là-bas, même pas pour danser, juste pour retrouver les copains. Ouais, c'était un rendez-vous. C'était vraiment une bonne ambiance. D'accord. Et la Grande Joël, ça reste quand même le Bataclan, mais des mômes, quoi. Enfin, des gamins. C'est ça. C'est, j'aurais dire, les 15-18. Ouais, c'est là où j'allais, moi. Les 15-18 et. Donc là, dans notre pot commun au Bataclan, là on se dit, ouais, là déjà on commence à faire des étincelles et on commence à créer des cercles autour de nous. Et ça nous rend fiers parce que qu'est-ce qui nous avait mis en valeur, nous jeunes de la banlieue, avant ça, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Donc on décide je pense, hein, tous les gamins comme moi, on décide de s'améliorer pour la semaine prochaine pouvoir briller encore. D'accord, mais la semaine d'après, la semaine d'après. Est-ce que autour de toi, mis à part le Bataclan, tu voyais des informations pour t'aider?
Non, à cette époque-là, c'était très difficile de trouver, de voir des mouvements, de voir des danseurs. Moi, je me rappelle avoir attendu impatiemment le fameux film Flashdance. Et arriver là, voir 3 minutes, à peine 3 minutes, ouais, j'en ai été déçu. J'ai beaucoup plus appris en regardant le clip de Gladys Knight and the Pips, qui était vraiment un clip formidable. Comment ça s'appelle cette chanteuse Gladys Knight. Gladys Knight, ouais. Et c'était, je me rappelle, c'était une bande vidéo qui tournait en boucle dans un fast-food à la con. Et on restait toute l'après-midi pour pouvoir la voir 3 fois cette vidéo. Non, vraiment à l'époque, l'information n'était pas facile. Et c'est pour ça que c'était important de se réunir à plusieurs pour voir qui faisait quoi et comment il pouvait améliorer son mouvement et qu'est-ce qu'il pouvait te dire pour améliorer ton mouvement à toi. D'accord, et par rapport au magazine actuel, vu que tu avais lu un truc là-dessus, tu as compris que les deux étaient liés? Ouais, là on s'est dit voilà, c'est ça cette fameuse danse. Voilà, parce que c'est vrai qu'à l'époque on a vu l'article, donc c'était 2 ans auparavant, ça nous parlait pas, même un mec pris en photo, la tête à l'envers, debout, la tête à l'envers, ça nous parle pas. Ah, le mec il danse. Sans plus, il a fallu attendre de voir les premières images de cette fameuse tournée des New York City Rap Tour, et puis de voir les danseurs de Michael Jackson pour comprendre, oui, le mouvement. Parce que c'est un mouvement, je veux dire, le mouvement de danse et le mouvement en général. D'accord, et donc tu vas au Bataclan, c'est là que tu te rends compte que tu n'es pas tout seul. Voilà, c'est ça. On se rend compte qu'on n'est pas tout seul, parce qu'au Bataclan, il y a les gars du Trocadéro, et aussi ceux qu'on ne connaît pas, qui eux aussi s'entraînent de leur côté, qui eux aussi ont des choses à nous montrer. Et eux aussi, ils ont besoin de briller devant nous, et nous, on a besoin de briller devant eux. Tu te rappelles de quelques noms de cette époque ou pas? Ah non, pas du tout. C'est loin. C'est là où parfois je me dis, j'ai dû avoir plusieurs vies, c'est pas possible, entre le roller, la boxe, le hip-hop, et aujourd'hui à La Réunion. Ouais, j'ai eu plusieurs vies, et il y a quand même le hip-hop qui relie toutes ces vies-là. L'esprit du hip-hop relie toutes ces vies-là. Donc là, on est en 83, certainement début 83. Voilà, 83, 84. Et puis, on continue de danser au Bataclan. Et il y a les bains-douches. Et un jour, j'avais une copine. Ouais, tu fais bien de parler des bains-douches. Parce que c'est vrai que ça a été une porte pour moi aussi, les bains-douches. Donc j'ai une copine qui me dit, tiens, tu connais pas les bains, c'est une boîte sympa, il faut que je te fasse découvrir. Donc on va au bain, et premier abord, ouais, j'aime pas trop la clientèle, c'est des gens, je trouve, un peu pédants, des gens qui me ressemblent pas. Je viens de la banlieue, j'ai mon 501, j'ai mes baskets, j'ai mon t-shirt, voire une veste de survêtement. C'est pas encore mon milieu, ça, les gens apprêtés, parfumés, coiffés. Mais bon, je rentre pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et à l'intérieur, à un moment, je suis rassuré parce que j'entends de la bonne musique, j'entends du Africa Bambaataa. Et je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et en bas, je vois 3 gars en train de danser. Ils dansent le break. Je dis, alors c'est une boîte comme le Troca, c'est pas possible. Et donc, je vois 3 gars qui font chaud et. Qui se débrouillent pas mal du tout. Et je dis, tiens, c'est aussi le moment de montrer ma technique et voir avec les gars ce qu'ils peuvent m'apporter. Et on commence à danser. Et ouais, une bonne ambiance parce que le hip-hop, c'est ça. On fait la même chose, on est des frères, quoi. Des frères de sol, comme dirait Karima. Ouais. Karima. Et donc on se présente, et là j'ai Solo en face de moi, Solo, salut Franck, salut Scalp, salut Sydney. Et là Sydney me dit, écoute, nous on est sur un projet, tu danses pas mal, est-ce que ça t'intéresserait de voir un peu ce qu'on fait sur notre projet et pourquoi pas l'intégrer. Je lui dis ok, et à partir de ce moment-là j'ai intégré les PCB et je suis devenu un PCB à part entière. D'accord, mais la première fois où tu as pris conscience que tout d'un coup tu rentrais dans un projet qui était télévisé, d'ailleurs comment ça se passe au niveau de ta famille? Tes parents ils sont fiers, tout ça au départ? Ah ouais, ça faisait rigoler parce que ma mère elle disait à tous les gens de l'étage, ouais, mon fils il danse à la télé, alors que moi je préférais qu'il regarde pas. Pour moi c'était un truc à nous, c'est même pas le truc de mes parents ou des voisins, c'est un truc à moi et mes potes. Mais bon, j'étais la petite célébrité de l'immeuble, les gamins venaient me voir pour me demander un mouvement, montrer un deuxième mouvement, etc. C'était sympa, j'étais reconnu, j'étais un grand frère, quoi. D'accord. T'as quel âge là où tu rentres dans ce Là j'ai 18-19 ans, là. Et je suis resté dans les PCB jusqu'en 86, jusqu'à la fin pratiquement. Alors pour comprendre, alors quand tu intègres l'émission, le premier rendez-vous ça se passe comment? On te propose directement le projet HIP HOP? C'était directement le projet HIP HOP. Ils étaient 3 danseurs, ça faisait un peu court, ils m'ont dit ouais c'est bien si tu peux rentrer avec nous dans les PCB, t'as le niveau et t'en veux.
Donc ok. Donc j'intègre les PCB et on commence la première émission, Les Vainqueurs. Yves Mourouzi. Avec Yves Mourouzi, l'homme qui invente la machine à faire des frites. Enfin ouais, c'était sympa. On a notre petit passage de danse où ouais, on montre ce qu'on sait faire. C'est vrai qu'avec du recul aujourd'hui, je me dis on n'avait pas beaucoup de connaissances, mais on avait une très grande soif et une grosse envie. Mais bon, on s'amusait et puis c'était ça qu'on voulait, quoi. On s'amusait, on gagnait un petit peu d'argent de poche. La vie était belle. En plus, on rencontrait d'autres gens qui savaient danser ou qui étaient intéressés et qui voulaient parler le même langage que nous. Donc c'était cool. Et toi, au moment où tu rentres dans l'émission, est-ce que on te demande justement de t'entraîner plus qu'avant parce que maintenant tu deviens un symbole? C'est pas qu'on... Non, on me demande pas. Quand vous avez quelqu'un comme Solo dans la bande, Solo, big up. Quand vous avez quelqu'un comme Solo dans la bande, Solo, il ne voudra jamais rester numéro 2. Solo, il ne veut pas rester... Solo, il veut être numéro 1. Et les gars qui sont avec lui, ils doivent être numéro 1. Moi, je me souviens d'avoir présenté Nicolas. Parce que Nico des PCB, avant d'être un PCB, il faisait du roller avec moi à Montparnasse et Wall. Quand je l'ai présenté à Solo, il voulait le fumer au break. Normal. Et ils ont fait leur bataille de break et Nico a fumé Solo, désolé. Mais du coup, ça a lié leur amitié. C'est une défaite qui a lié leur amitié. Mais Nico, à la base, il faisait du roller avec toi? Ouais, il faisait du roller avec moi et lui, il était plus dans des halles. Ouais, mais comment il a connu, c'est-à-dire qu'au moment où vous êtes fréquentés, au même moment vous avez connu Ados en même temps ou... Non, à ce moment-là, moi je suis descendu de mes rollers pour entrer dans le hip-hop à fond. C'est-à-dire danser le plus souvent possible, tout le temps. D'ailleurs, je pensais que hip-hop, je dormais hip-hop, je mangeais hip-hop, c'était ça tout le temps. Dès qu'il y avait un petit peu de marbre quelque part, un sol propre, il fallait essayer quelque chose, une technique, un truc. Il fallait essayer quelque chose de nouveau. Donc j'étais descendu des rollers. Et c'est par la suite où j'ai revu Nico et qui m'a dit je t'ai vu danser, moi aussi tu sais que je danse. Et quand il m'a montré le niveau qu'il avait, j'ai dit Nico, il faut que tu viennes au Bataclan. Et j'ai emmené Nico au Bataclan et c'est là qu'il a rencontré Solo et c'est là qu'ils ont confronté leur technique et qu'ils ont lié leur amitié. Je vois. Et Nico est rentré dardard dans les PCB parce qu'il en avait le niveau. Beaucoup sont rentrés dans les PCB parce que les PCB c'était vraiment une fraternité. Après il y a eu Bouddha, tout ça. Il y a eu Bouddha, il y a eu Didier, Joey. Mais c'était une fraternité, c'était des potes. Vous voyez, quand on partait à 3 pour une tournée avec Sydney, payer 3 danseurs, nous on partait à 6, 7. S'il y avait un 8e qui voulait venir avec nous, qu'ils viennent. Nous de toute façon on l'aurait fait pour 0 francs. Ouais. On nous a rappelé pour danser sur une scène n'importe où, on y allait gratos, on y allait. Donc tous les gars étaient partants, donc on partait, des contrats de 3, on y allait, on les faisait à 8. Donc il y avait 8 danseurs, l'argent on se le partageait entre nous, on s'achetait des glaces, des conneries, des machins. On avait eu un bon moment et en plus on avait bien bouffé, on était contents, on rentrait chez nous. On était content d'avoir brillé quelque part. Mais pendant cette période des PCB, vous aviez une tenue vestimentaire pratiquement la même tous, les bandes blanches et rouges là. Voilà, on avait les t-shirts, on a eu un sponsor Adidas pendant une période, donc on a eu des survêtements Adidas, dont le Challenger, dont le rouge avec les manches courtes, le pot de pêche. Puis après un jour, je crois que c'est Nico qui est venu avec un kappa en argent. On s'est dit il est super, il nous faut un kappa en argent. Après, c'est ça, dès qu'il y avait quelqu'un, un de nous qui craquait sur une tenue ou une fringue, il y avait des fortes chances que tout le reste de la bande adhère à cette idée-là. Et voilà, et par ce style vestimentaire, voilà, on s'affirmait en tant que Posse, que Crew, qu'une équipe, quoi. D'accord, mais pendant les émissions, le rapport que vous aviez avec les jeunes, comme tu dis, des grands frères, parce que vous étiez des icônes pour la génération. Ouais, moi je me souviens qu'il y a des gamins qui venaient me voir en me demandant les autographes et je leur disais mais je pourrais être ton voisin, tu pourrais être mon voisin. Moi demain tu viens me voir, je te serrerai toujours la main et si tu veux vraiment je te signe un truc, je te signe. Mais juste on se tape dans la main, demain tu me verras, je serai le même. Parce que je crois pas que dans les PCB il y a eu cette folle idée de devenir une vedette. On pensait pas ça, à l'époque, on était content de danser et de toucher un petit billet pour ça. Et puis c'est tout. C'était 3 émissions par mercredi. C'est ça. En un mercredi, on tournait 3 émissions. Et puis après, on était tranquille pendant 3 semaines où on allait s'entraîner. Moi, je t'ai croisé en 84, exactement.
Moi j'étais un enfant, donc, mais moi je me rappelle très bien. Mais je me rappelle de plein de gamins. Et s'il y a quelqu'un qui m'a dit, bah tiens, David Collat. C'est le gamin que t'as porté dans tes bras comme David ça. David Collat. Ah ouais, je me dis, ah bon? Ben ce gars-là, si je le vois demain, bah, c'est quand même mon pote, tu vois. Même si je l'ai pas vu pendant X temps. Mais ouais, pour moi, c'est une fraternité. On est dans le hip-hop parce qu'on a la même base. C'est-à-dire, on n'a pas une thune pour aller au tennis, ou pour aller au surf, ou pour aller au foot. On s'amuse avec rien. Et c'est ça que je voulais dire. Tu vois, à l'époque avant le roller, il y avait le skate. Ouais. Et moi, dans le skate, j'ai toujours adoré le freestyle. Après, on a eu le roller, et il y a eu du freestyle. Après, on a eu le BMX, il y a eu du freestyle. Ouais, c'est vrai, et avec le hip-hop, on a fait du freestyle avec aucun instrument. On a laissé le bicross, on a laissé les rollers, on a laissé le skateboard. Donc, juste avec notre corps, on a fait du freestyle. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans le hip-hop et qui m'épate toujours aujourd'hui. C'est faire du freestyle juste avec ce avec quoi tu es né. Rien, pas d'artifice, rien d'autre. Et toi, pendant les émissions hip-hop, à un moment donné, est-ce que t'as subi le fait qu'il y ait des groupes qui voulaient vous fumer parce que tu es PCB quand même? Ouais, oui, mais ça vient partie du jeu. Tu sais... Les Street Kids peut-être? Oui, on a eu une concurrence avec les Street Kids, mais ça n'empêchait pas que c'était des potes. Mais quand on montait sur scène, il fallait qu'on sorte la tête haute. Les requins aussi à l'époque. Les requins vicieux aussi, même pendant un moment ils avaient intégré Joey aussi chez eux. Mais ça c'est de bonne guerre. Et ça ne nous empêchait pas après d'être potes ou d'aller s'entraîner les uns avec les autres. Mais la partie spectacle, c'est la partie où on donne tout. Actuel aussi après. Et il y a eu Actuel après plus. Toi t'étais là le jour où il y avait au Paco Rabanne, quand il y avait un casting pour partir en Italie? Non, j'étais pas là. Parce que vous êtes passé vous et eux. Parce que moi à l'époque je travaillais déjà. Donc il fallait que je bosse pour payer ma piole, donc c'était pas évident pour moi d'aller en boîte le soir parce que le matin je devais être présent au boulot. Et c'est vrai que je suis peut-être un des PCB qui est le moins sorti en boîte parce que j'avais des obligations professionnelles. C'est vrai que au-delà du hip-hop, je suis aussi pâtissier, donc je travaillais la nuit. Donc ça me gênait un peu pour sortir en boîte, mais on a trouvé de quoi se nourrir du hip-hop quand même. On a pu faire les Bataclan les dimanches après-midi, toutes les halls de gare, les halls d'immeubles, on a tout fait. D'accord. Est-ce que toi tu avais genre un concurrent direct de ta génération ou pas du tout? Moi, un mec que je jugeais comme un concurrent et pourtant il avait un style différent, c'était Joey. Joey, il avait une wave qui était ronde, et lui, je sais qu'il était très fort, et quand je dansais contre lui, je me disais, soit il a travaillé un mouvement que j'ai pas vu, il va me mettre à l'amende, ou j'en ai travaillé un d'avance qu'il a pas vu, je vais le mettre à l'amende. C'est un gars, ouais. Alberto aussi, Junior lui, ouais, Junior, lui, c'est un salopard parce qu'il s'est bien planqué, tu vois. Il est arrivé un jour, boum, sa technique était parfaite, il n'a pas attendu de travailler avec nous. Il s'est entraîné de son côté, quand il a explosé, bah, il n'y avait rien à redire. Fallait accepter, et lui, elle nous a mis l'amende. Je me rappelle qu'il m'a mis à l'amende un jour au Franc-Moisin, une scène ouverte à la Cité des Francs-Moisins à Saint-Denis. Et Alberto était venu monter comme ça parce que les gars l'avaient appelé. Et le gars nous avait sorti un show. Ah putain, enfoiré. Je me rappelle comme ça, frère. T'as connu aussi Rodrigue, le premier Rodrigue? Je sais pas. Rodrigue qui était toujours avec Junior Almeida. Peut-être, mais... T'as connu l'autre Rodrigue? Ouais. Ah, bah, lui, il habitait dans mon immeuble, dans ma cité. Fox, c'était facile, c'était le homeboy de mon petit frère. Donc lui, je le voyais. Et c'est quand il est revenu des États-Unis qu'il dansait que là, on avait plus de liens. Comme quoi, tu vois, le hip-hop, ça soude. Tu vois, la danse, le hip-hop, voilà, c'est des trucs qui soudent. D'accord. Et toi, en participant notamment à l'émission Je suis pas chopé, est-ce que tu as participé aussi à Fort et Fête? Ouais, bien sûr, on a fait à Fort d'Aubervilliers, bien sûr, avec Bouddha. Il y a des photos de ça. Ouais. Il y a des photos de ça. Et puis, ouais, bah, les PCB, on s'est essayé aussi au graffiti. Il faut rendre à César ce qui est à César. Par exemple, à Gare du Nord, les premiers qui ont descendu à Gare du Nord pour peindre, bah, c'est les Zulu Five. Les Zulu Five, c'est Fifi. Ouais. Avec Bando, non? Même pas, Bando était là. Bando et Skem, c'était... non, ils n'étaient pas dans le métro à ce moment-là. Il n'y avait pas de gel dedans? Il y avait Solo, Nicolas, moi, on était... Oh, je sais plus. Zulu Five, ouais. On était les Zulu Five, on n'avait pas un Gare du Nord. Mais vous étiez plus que 5. On était plus que 5 quand même. Ouais. Et je me rappelle que Solo, il avait une bouteille de... Et en voulant
je sais plus, il voulait tripoter sa bombe, et puis sa bombe avait pété, et ça avait fait un grand trait jaune, et on nous l'appelait le ticket de métro. Après ça, il était fâché. Solo, tu m'en veux pas d'avoir balancé, hein. Mais on s'est fait courser par les maîtres chiens, il a fallu se sauver, on s'est fait attraper. Même Solo s'est fait attraper. Ben, les flics à cette époque-là, ils nous ont dit, faut demander des murs à la mairie, faut pas faire ça. Allez, tirez-vous, posez les bombes et rentrez chez vous. Et c'est ce qu'on a fait. À l'époque, on nous arrêtait, on demandait de rendre les bombes et c'était fini. Les Zulu Fight, c'était aussi des grands voleurs de bombes. On essayait de trouver des astuces pour avoir des bombes gratos. On essayait et parfois ça marchait mieux que d'autres. Parfois c'était moins cher que d'autres fois. C'était cher une bombe à l'époque. C'était cher, ouais. C'était soit il y avait plus de clients courts, soit il y avait un autre magasin qui vendait. Il n'y avait pas beaucoup de magasins qui vendaient des bombes. Non, c'est pas beaucoup, hein. Moi je me rappelle avoir rencontré Bando chez Africa Loukoum. Ouais, Africa Loukoum, c'est-à-dire Sophie Bramley. Ouais, Sophie Bramley. Oh, ouais. Et donc j'étais chez Africa Loukoum. L'autre c'est Lolo Funk. C'est ça. Lolo Funk, Laurence Pitou. Et donc j'étais chez Africa Loukoum et puis Bando rentre et il demande à Africa Loukoum, tu connais un Willy? Et il dit bah ouais, il est là. Et donc le gars avait vu mes peintures dans toutes les sorties du Forum des Halles. Et après on s'est retrouvés, on s'est filé rencard pour aller peindre les palissades du Louvre. Ouais, avec Skem, les Zulu Five encore. Il y avait déjà les BBC, non? Comment? Il y avait déjà Scipion, Irus, les BBC et compagnie. Ouais, il y avait Chino avec nous aussi. Chino, parce que Chino... Qui était un b-boy aussi. Qui était un b-boy. Quand je dis... non, il était d'Aubervilliers. Aubervilliers, Chino? Tu vois, tout à l'heure, quand je disais, il y avait des gars dans le hip-hop qui dansaient pas. C'est Chino, qui est mon grand homeboy, un b-boy, mais il dansait pas. Mais c'était notre pote, il était dedans. Après, il est devenu garde du corps de Joey Star. Non, c'est mon homeboy. D'accord. Toi, au moment où tu dansais, t'as pas essayé comme Franck de te mettre aux platines ou rapper, non? Jamais... Non. Pendant un moment avec Nico, on a vu ce projet-là. Et puis, on a intégré un gars qui s'appelait Lon. Et puis... Lon? Ouais, il faisait partie des Sphinx à l'époque. Il faisait partie des TKS. Ouais, TKS, exactement. Des TKS, il était souvent avec les Sphinx aussi. Exactement, c'est lui là, dans 77 là-bas. C'est ça, pas Saint-Paul-Aumône, je sais pas, là-bas. Ouais. Et moi, comme je bossais, j'avais pas beaucoup de temps, je finissais trop tard, le temps de les rejoindre en studio, ils avaient déjà posé, donc je me suis le poste de Suicide, je crois. C'est ça, et juste après, ils ont formé les AS, les Affreux Schneckers, avec la Beat Party. Un titre que j'aurais même pas retrouvé sur YouTube. Moi non plus. La Beat Party. Comment tu l'as vécu, ton Paco Rabanne? Paco Rabanne, c'est ce que je disais dernièrement, j'ai fait un post sur Facebook. Ouais. Aujourd'hui, pour moi, ça va un peu mieux. Et le parfum, mon déo, c'est Paco Rabanne. Je mets pas Givenchy, je mets pas Calvin Klein. C'est pas eux qui m'ont prêté une salle pour danser, c'est Paco. Et Paco, pour ça, tu vois, 30 ans après, moi, gars, je te remercie encore. Et demain, je te verrai, je te dirai encore merci. Et aujourd'hui, mes parfums, c'est toi parce que... t'as aidé moi et tout un tas d'autres gamins, mes petits frères, mes petits potes. Une génération qui est là-bas. Voilà, et pour rien, tu nous as jamais rien demandé, même pas de faire moins de bruit. Paco, franchement, je te kiffe. Big up, Paco. Même pas de faire moins de bruit. Et on en faisait du bruit. Et on en faisait. C'était vraiment une bonne époque, la salle Paco Rabanne. Parce que là aussi, là déjà, c'est une époque un peu plus tard où le hip-hop était plus structuré. Déjà, les gens qui venaient à Paco Rabanne, c'était des gens qui avaient leur groupe de danseurs. Et ils venaient travailler devant les miroirs, ils venaient travailler des chorégraphies, et ils venaient bosser. Et les gens qui venaient chez Paco, c'était pour bosser. Donc il y avait aussi les jazz rockers à l'époque aussi. Et il y avait aussi les jazz rockers qui pourraient bosser en studio, dans les studios plutôt fermés. Je pense à Dominique, Charlie. Charlie, ouais. Comment ils s'appellent déjà? Jeux de jambes. Jeux de jambes de l'époque. Ouais, c'est ça. Et donc chez Paco, il y avait quand même une ambiance studieuse, vraiment de bosser. Et là, des gars ont sorti des mouvements qu'on avait à peine entrevus dans des clips vidéo. On a pu mieux décortiquer chez Paco. Paco, ça a été un bon endroit qui a mis le hip-hop en l'air aussi, comme on dit à La Réunion. D'accord. T'étais là pendant la période des free parties du terrain vague de la Chapelle? Ouais, aussi. Parce que la Chapelle, c'est simple, c'est Stalingrad. Stalingrad, nous les banlieusards, on rentrait en bus ou en train, on rentrait par Stalingrad. Donc après la Chapelle, c'était passé par... de toute façon, c'est triangle. Pour nous, le triangle, c'était le Stalingrad, Tikaret et la Chapelle. Le terrain de la Chapelle. Tu passais chez Tikaret voir un t-shirt ou deux,
t'allais voir sur le terrain s'il y a un mec qui peignait ou un mec qui dansait, ou voir ce qui s'y passait tout simplement, ou t'attendais qu'il se passe quelque chose, et il se passait toujours quelque chose. Donc soit Dynasty qui arrivait, et à l'époque le mec il lésignait pas lui aussi, il avait quel âge, 17 ans, 18 ans, le groupe électrogène, tout. Avec son groupe électrogène, ses platines. Aujourd'hui je sais pas si un gars il pourrait sortir des platines, on n'était pas des voyous, la preuve, hein. Dynasty j'ai jamais fait voler quoi que ce soit, il n'y a jamais eu de bagarre dans ce truc là, il n'y a jamais eu de videur, il n'y a jamais eu de... Et c'était vraiment une bonne ambiance. Et c'était comme le centre aéré. Voilà, la chapelle pour moi, c'était, je dirais que c'était le centre aéré, sans moniteur, sans animateur. Et le maître clé, c'était hip-hop, hip-hop, hip-hop. Danse, graphe, musique, scratch. D'accord. Ça s'est passé comment le jour où vous avez croisé les Break Machines? C'était à Cannes? Les Break Machines, ouais, c'était à Cannes, ouais. Ah, les Break Machines, ouais. Non, les mecs, quand même, ils envoyaient. Alors maintenant, avec du recul, je serais tenté de te dire que les gars avaient une bonne technique, mais ils n'avaient pas de juice. Mais à l'époque, ils nous avaient assez de technique pour nous mettre à l'amende, et ils ne se sont pas gênés pour nous montrer qu'ils nous mettaient à l'amende. Et ils nous ont mis à l'amende. La famille Liden Black, ça là. Donc les gars, ils maîtrisaient Thomas, Coupol, c'était ouais. Donc, mais je pense qu'ils avaient plus de matière, ils voyaient plus de choses autour. Mais il y avait bien qu'ils étaient partis du New York City Breaker à l'époque déjà. Ouais. Donc déjà, ils avaient plus de matière autour d'eux, ils avaient juste à regarder. C'est comme les premiers gars qui sont venus c'est comme les gars de province. Ils arrivaient au Bataclan, ils rentraient, ils avaient un savoir. Je pense que quand tu habitais à New York, tu venais à Paris, tu venais avec ton savoir. Et que nous, quand on allait au Bataclan, quand on allait au Trocadéro, qu'on allait au Bataclan, on arrivait avec un savoir. Et ce savoir, il s'est partagé et c'est ça qu'il faut. Et c'est ça l'esprit du hip-hop, c'est partager le savoir. Même si on te le donne pas, tu le prends et à toi de l'améliorer. Et peut-être que moi, demain, je te le reprendrai et je l'améliorerai à mon tour. Et en fin de compte, c'est pas nous qui sommes meilleurs, c'est le hip-hop. Et c'est ça qui compte. Et tu te rappelles de la génération Pascal Blaze, Fly D, Enrique? Bien sûr. Qui était en finale d'ailleurs dans l'émission. Bien sûr, je me rappelle. Les gars étaient super cool, toujours derrière nous, avec nous. Présents, les gars. Ils avaient une grosse faim. Pour moi, c'est des gars qui avaient plus faim que moi. Hein. Moi, à l'époque, j'étais là parce que j'avais pas autre chose. À la limite, j'avais pas choisi. Aussi. À la limite, j'avais pas choisi. Et ces gars-là, ils avaient choisi d'être dans les hip-hop. Moi, j'étais dedans parce que ça, je sais pas. Parce que je m'étais trouvé au bon moment, au bon endroit. Alors que ces gars-là, ils avaient choisi d'être dedans. Ils faisaient tout pour être dedans et être en bonne place. Et ils y sont bien. Ils sont bien émerdés. Et t'as connu la génération avec Ned? Non. Ned de 3. Si, les petites 3, bien sûr, ils étaient venus à hip-hop, les petites 3. Et c'est marrant, j'en parlais encore dernièrement avec un gars des Pokémon là, qui est installé à La Réunion depuis pas longtemps. Là. Ah, il s'appelle Louden. Et les petits gars ils m'avaient fait m'éclater parce que c'est des gars qu'on avait vus d'abord sur hip-hop et qui avaient un bon niveau. Et puis qu'après, on a pris l'habitude de voir tout le temps au Bataclan. Les gars, ils passaient par hip-hop et le Bataclan. Et quand ils connaissaient le Bataclan, ils revenaient tous les dimanches. Tu te rappelles la génération Imperial Breaker, tout ça? Ouais. Et Hip Hop Force, les Hip Hop Force aussi. Mais c'est les Hip Hop Force qui vous ont remplacé et après les Fantastic Breakers. C'est ça, il y a Hip Hop Force avec Nicolas Petit, Jean-Marc. Voilà. Jean-Marc, qui c'est qu'il y avait encore Ils étaient 3. Ouais. Ah non, mais c'était... tout ça, c'était des potes, c'était marrant parce que... je serais tenté de te dire que c'est comme... j'ai toujours des références au sport parce que pour moi, le hip-hop, c'est le sport. Hein, et moi, je suis un sportif. C'est-à-dire que demain, je fais une course, je suis premier. Après-demain, t'es deuxième. Et la prochaine course, tu seras premier, je serai deuxième. Ouais. Le hip-hop, c'était ça. Un jour, t'étais premier. Après, t'étais troisième. Après, tu remontais deuxième. Et tu faisais pas grand-chose. Un après-midi de plus, un mouvement de plus qui rentre. Et puis, ça y est, quoi. Hein. Et tes rapports avec Sydney, c'était quoi? Les rapports avec Sydney, Sydney c'était quand même la tête pensée. Ils étaient quand même le lien entre les PCB et TF1. Donc lui il avait plus de responsabilités, il était plus au courant des tenants et des aboutissants sur ce que voulait faire TF1, alors que nous on pensait qu'à danser. Sydney nous disait on a telle date à faire. On était super contents d'y aller, mais savoir le pourquoi du comment, on s'en foutait un peu. Ouais, tu vivais, tu étais un produit de ta génération. Mais tu te rendais bien compte que partout où tu allais, tu faisais partie des PCB. Ah ouais. Et ça, c'était un truc de ouf. Ouais, les PCB, c'est un truc de ouf pour nous qui étaient dedans, pour les gens, pour vous qui étiez dedans. Mais on fréquentait pas que ces gens-là.
Donc du coup, on n'avait pas la grosse tête parce que le lendemain, moi j'allais au boulot. Pour la vendeuse, il fallait quand même juste sortir pain au chocolat et ces conneries. J'étais pas la vedette ou quoi que ce soit. Hein. Mais les gens ne te reconnaissaient pas quand tu achetais à manger. Et une fois, si mon patron m'a demandé quand on avait été danser à Cannes, pour le fameux film de B Street présenté par Bellafont à Cannes. Ouais, Bellafont, ouais. Et là, à ce moment-là, j'avais demandé une journée à mon patron et quand il m'a vu à la télé, le lendemain, il m'a demandé mais c'est toi qu'on a vu Et là, je lui dis ouais, effectivement. Et quelques temps après, je prenais mon compte et je le quittais. Non mais vraiment, non, on a su rester les pieds sur terre parce qu'on dansait avec nos potes et qu'aujourd'hui on était un peu meilleurs qu'eux et le lendemain ils étaient un peu meilleurs que nous. Sur des mouvements ils étaient meilleurs que nous. Dans l'ensemble on arrivait à tirer notre épingle du jeu mais personne ne se prenait pour une vedette. Je sais que Solo avait les dents longues parce qu'il voulait rester, quand je dis longue, oui, bah, pas méchamment, il était ambitieux. Il voulait rester numéro 1, il voulait être numéro 1 et que ça reste comme ça. Raison. Et d'ailleurs il nous fédérait dans cette idée-là et c'est une bonne chose. Mais personne ne se prenait pour une vedette. Moi les mots, ça me faisait... J'arrivais pas à signer d'autographe. Je disais oh, attends, je suis un gars comme toi, demain tu me verras, je serai le même. Hein. Mon autographe, il n'aura pas plus de valeur que ma poignée de main demain. Je vois. Est-ce que tu dirais que pour toi, tu penses que l'un des meilleurs de cette génération, ça reste Nico Noki, enfin Nico quoi, du PCV? Ah mais je serais tenté de vous dire, ouais, je vous le dis. Nico, je l'ai repéré dès le départ. Dès le départ. Il n'est même pas descendu de ses rollers, je savais que ce gars-là, il allait faire mal. Non, mais Nico, quand je l'ai retrouvé à la sortie du roller, il s'était bien entraîné et vraiment il envoyait et il avait une dynamique dans son break. C'est ça, il avait une dynamique qu'on ne voit pas chez tous les breakers. Il avait une dynamique. Même si à l'époque il n'y avait pas trop de mouvement, il avait une dynamique. Solo dans son break, il avait une rage. Vous voyez, moi dans mon break, j'avais, je sais pas, mais ces gars-là, voilà ce qu'ils avaient, la dynamique et la rage. Solo, il passait des mouvements en force avec la rage et c'était super. Et bah Nico, et je dirais que Nico c'était quand même un... Mais Jean-Marc était pas mauvais non plus, hein. Jean-Marc... Bonne force. Ouais, Wilson était pas mauvais, donc ouais, je dirais Nico, Jean-Marc, Solo. À l'époque, il y avait Télémac, tout ça aussi. Ouais, non, moi je resterais sur Nico et Jean-Marc. C'est des gars, vraiment, ils me mettaient le seum. Quand ils dansaient, il y avait des trucs que je comprenais pas, et pourtant je les voyais tous les jours. Non, c'est des gars... D'accord, et toi quand tu reviens dans ton quartier, les jeunes de ton quartier te demandaient des cours, genre le truc? Ouais, les jeunes de mon quartier me demandaient des cours, la fille de mon boss me demandait de donner des cours à ses copines. Enfin les jeunes du quartier c'était plus leur montrer un truc, montre-nous un truc, ouais j'arrive pas à faire ça, comment tu fais ton départ à l'américaine dans la coupole? T'étais le roi de la coupole ciseaux? C'est ça, je faisais surtout je suis le premier à avoir passé la coupole au Bataclan. Et dès le départ, ce que je voulais, c'était le départ sur le coude pour la coupole. Pour le spin sur le dos, c'était ça. Et j'avais trouvé le truc. Et donc, ouais, je me faisais plaisir avec ce truc-là. D'accord. Est-ce que tu avais des influences quand tu as commencé? Mes influences, c'était Nicolas, Solo, c'était mes homeboys, c'était les gars qui dansaient contre nous. Hein. Et puis, si, quand même, les New York City Breakers, les Rocksteady Crew, les Maleficent Force, enfin, tous les groupes qu'on avait à l'époque. La génération 80, quoi. Voilà, tout le peu qu'on avait vu à la téloche, on trouvait ça... Et puis quand on en voyait peu, les mecs on les adulait. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, aujourd'hui je vois des mecs qui font des trucs de dingue, je retiens même pas leur nom parce qu'il y en a tellement. Mais tu suis encore un peu la danse? Bien sûr. Ah tu suis quand même? Bien sûr. Moi aujourd'hui, tu vois, bon je danse plus beaucoup, j'ai dansé il y a encore 3 mois, là il y avait une battle ici, j'ai dansé pour montrer qu'à 50 ballets, on peut encore danser. Mais aujourd'hui, tu vois, j'aime bien dire, je fais des ultra-trails, c'est-à-dire des courses de 70 km, des 3000 mètres de dénivelé, et j'aime bien dire que c'est le hip-hop qui rythme mes foulées. D'accord. Tu vois? Et que moi, je reste hip-hop dans ma tête, et dans le trail, je suis hip-hop. Même le t-shirt, il est hip-hop. Ouais, et encore aujourd'hui, je fais du New York Fooding à Saint-Pierre, à La Réunion. Donc, New York, hip-hop, c'est moi, j'ai grandi dedans, ça m'a imprégné, D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui te reconnaissent encore par rapport à ton histoire ou qui viennent t'interviewer, qui viennent te poser des questions par rapport à hier? C'est super intéressant ce que tu me racontes. Ouais, beaucoup moins. Moi, c'est ma jeunesse. Ouais, beaucoup moins aujourd'hui, mais il arrive encore qu'il y ait
parce que comme je regarde encore ce qui se fait dans le hip-hop et ici à La Réunion, parce qu'il y a aussi des talents ici à La Réunion, que ce soit en graphe, en danse. C'est clair. Tu vois, je regrette qu'il n'y ait pas assez de filles qui fassent du double dutch. Là, c'est un appel, je trouve ça tellement... j'adore ça. Et je trouve que c'est dommage que cette discipline n'ait pas pris plus que ça en France et à La Réunion. Bah, en France, t'as quand même le groupe Eben, t'as Jeu de cordes. Ouais, mais je les vois pas, je vous vois plus et je regrette de ne pas vous voir tu les as connus t'as connu les Disney, tout ça? C'est ça c'est mes copines, c'était mes petits amours. Pascal, tout ça? Pascal, Ondine. Non, mais vraiment, je regrette. Et pour en revenir donc à ce que je disais avant les filles, qu'on m'aurait pas assez de double dutch, tu me demandais. Non, s'il y avait des gens qui venaient te voir, qui se rappelaient, Oui, alors donc ouais, quand je discute, comme je vais toujours voir un peu ce qui se passe dans les hip-hop ici, quand il y a des battles, quand il y a du graphe, je discute avec les gens et oui, il arrive que je parle de mes expériences et tout d'un coup les gens se retournent en me disant mais t'as peint quand? En quelle année? Et c'est vrai que les gens quand je leur dis j'ai peint avec Bando, avec Skame. Boxer peut-être à l'époque, non? Boxer, Lokis, quoi? Ouais. Les gars, ils hallucinent parce que les graffeurs d'aujourd'hui... T'as connu Dark aussi à l'époque? Non. Dark, c'est le mec de Sarcelles. Non. C'était la référence chez eux là-bas. Et les gars, ils hallucinent, quoi. Mais ouais, je fais halluciner les gars quand je raconte un peu l'histoire. Les BBC? Ouais. J'ai Angel Chrome aussi, il y avait... Non, il y avait tout un tas de... T'as connu aussi à l'époque les TCG, tout ça? Et par contre, il y a un groupe ici que j'aime beaucoup, là. Parce qu'ils font vraiment quelque chose de différent, qui s'appelle Pandacro. C-R-O-W. Et j'aime beaucoup, ils font du graphe mais que au feutre. Ils ont un vrai univers et il y avait longtemps que j'avais pas vu un univers propre à un artiste et vraiment je crois que ces gars-là il faut voir ce qu'ils font. J'adore ce qu'ils font, c'est des gars de Saint-Leu. D'accord. Parce que les portraitistes, il y en a beaucoup, on sait plus qui fait quoi tellement il y en a. D'ailleurs, une dernière question, après je t'embête plus. Ouais. Toi tu t'entraînes encore? Je m'entraîne un petit peu, ouais, légèrement. J'aime bien, quand je suis de bonne humeur, même au boulot, mes clients vous diront, je monte mes bagels et j'ai toujours un petit pas de danse parce que dans la boutique, il y a toujours du bon son. Du son 70, 80, 90. Et un petit pas de danse, ça fait du bien, ça me donne la banane, ça te donne le sourire. C'est toute ma jeunesse et je veux pas vieillir. D'accord, de toute façon ça va, t'es bien conservé encore, ça sent bien. Et une dernière question, est-ce que tu es au courant que tu étais censé être décédé pour beaucoup de gens? Oui, j'avais déjà eu un bruit comme ça qui avait tourné, mais j'avais pas fait gaffe et là on me l'a rappris et ouais, je suis étonné quoi. Tu es censé être mort en 2003, il y a 10 ans. Ouais. Enfin, il y a 13 ans exactement. Parce qu'on m'avait dit aussi que je m'étais brisé la nuque en tournant sur la tête. Ça c'était la légende sur Benoît aussi. Ouais. Tu te rappelles à l'époque? Ouais. Et donc ça c'est faux et je sais peut-être les gens qui ont dit ça, c'est parce qu'ils ont les boules que je suis parti vivre au soleil à La Réunion où il y a du hip-hop, des palmiers, la plage et des montagnes. Je vois. Peut-être là où on est bien. Là où on est bien. Là où le climat il est magnifique, que les gens sont souriants et sociables. Où tout le monde se ressemble, où il n'y a pas de... Tout le monde se ressemble, voilà. On est tous d'accord, différents. Et il n'y a jamais eu genre un anniversary des PCB avec Sydney, tous les anciens, non? Ça il faudrait qu'on fasse ça là, ce serait pas mal qu'on remette les PCB. Et une question encore, est-ce que toi, Scalp, Nico je sais, parce que je sais que vous fréquentez encore, mais est-ce que par exemple, est-ce que tu recroises encore solo? Est-ce que tu parles encore avec Scalp? Est-ce que tu parles encore avec Franck? Oui, avec Scalp, Franck, on a discuté il n'y a pas longtemps là, à travers mon computer. Pascal aussi. Mais Nico, comme c'est le parrain de ma fille, parce que Nico c'est vraiment mon boy, je voulais qu'il rentre dans ma famille et il voulait que je rentre dans la sienne. Donc je suis parrain de sa fille, c'est le parrain de ma fille, on s'est régulièrement au téléphone, même si on est très loin. Scalp, je l'appelle de temps à autre, on s'appelle. Solo, je l'ai beaucoup moins. Et Franck aussi. Franck qui vient à Marseille. Voilà, c'est Solo et Franck que j'ai le moins. Et sinon, Scalp et Nico, ouais, on est quand même les homeboys, quoi. Avant que je vienne à La Réunion, on s'était fait une sortie au stade, équipe de France, match de football, les trois ensemble. Ouais, c'est... Non, on est resté, on a fait... Ouais, on sort... Quand j'étais encore à Paris, on sortait régulièrement, Scalp, Nico et moi. C'est les choses qui arrivent. D'accord. Est-ce que tu penses que le nom PCB, il est un peu emprunté au nom New York City Breaker? Carrément. Je demande. Ouais, non mais je le dis parce que moi le nom, je suis rentré dans le groupe avec ce nom-là et je pense que oui, c'était pour faire référence
Ouais. New York City Breaker et pas Ponto Combo Breaker. D'accord. D'accord. Le mot de la fin. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la résidence de ce qu'il y a dans le hip-hop, est-ce que ça te parle? Ah ouais, ben aujourd'hui quand je vois le hip-hop, putain, quand je vois les breakers aujourd'hui, les mecs ils me mettent. Les mecs ils me mettent bien quoi, je les vois là, ils envoient du lourd, ils font des mouvements, on n'aurait même pas pu imaginer faire ces mouvements-là. Je veux dire aujourd'hui, c'est un défi à la pesanteur. Mais toi, tiens, une dernière question, pourquoi t'as arrêté toi, 86? Le boulot. La vie. Il fallait que je remplisse le frigo, fallait que je paye mon toit sur. Donc j'habite plus chez mes parents depuis l'âge de 12 ans, donc il a fallu penser au lendemain très tôt et pas les sorties de boîte jusqu'à 5h du mat. D'accord, et comment t'as vécu la fin de l'émission Je suis pas chopé? Parce que nous on l'a vécu comme un drame. Mais toi tu l'as vécu comment? Ça a été difficile. C'était dommage. Mais bon, mes potes sont restés mes potes, les PCB c'est resté mes potes, on se voyait toujours autant, on s'entraînait toujours autant et il y avait toujours autant de défis. Hip-hop ça s'est arrêté, mais l'émission s'est arrêtée. Ouais. Pas le mouvement, pas la culture, le pas la culture. Et les gens qui dansaient, ils ont continué de danser et ils te lançaient toujours des défis le dimanche d'après, hip-hop ou pas hip-hop. Et les gars qui voulaient rester numéro 1, devant la télévision ou sans la télévision, ils étaient toujours là. Et aujourd'hui encore, il y a encore un mec qui va être numéro 1, qui se fout de la télé et qui bosse tout seul dans son coin. Et j'ai hâte de voir ce gars-là danser, ou cette fille. Parce que aussi, je crois qu'un truc qui a beaucoup plus progressé que les garçons, c'est les filles dans le hip-hop. Les filles dans le break, les meufs, franchement, vous m'avez mis une bonne claque. Ils t'ont mis bien. Ah, une bonne claque, les filles, franchement, pour moi, vous avez avancé plus que les mecs. D'accord. Et tu sais, quand il y avait par exemple les leçons, toi tu les apprenais comment? C'est-à-dire comment vous faisiez pour créer la leçon? C'était Sidney qui faisait la leçon ou c'était vous tous? C'était nous tous et Sidney disait tiens j'ai bien aimé le mouvement que tu as fait, est-ce que tu pourrais le décomposer et en faire une leçon? Ah ok d'accord, c'est comme ça. Voilà, on faisait mais qui comme donnait le nom? C'est toi qui donnais le nom? Non, Sidney ou on voyait ça ensemble. Ok. Ou alors il y avait des figures clés qu'on devait faire comme le départ à l'américaine pour tourner sur le dos. Il y a quand même des mouvements qu'on devait faire. La marche sur la lune. Voilà, tu vois, le moonwalk, toutes ces choses-là, il fallait faire parce que c'était les bases. L'Égyptien. Voilà, c'était des mouvements de base qu'il fallait montrer, que tout le monde pouvait connaître, ou ceux qui ne connaissaient pas, c'était leur première approche. Et après, on a rentré d'autres mouvements qui étaient plus personnels ou qui appartenaient à chacun d'entre nous. D'accord. Bon très bien. En tout cas Willy, je te remercie de fou. Je t'ai traqué dans toute la réunion. Il fallait que j'ai ton témoignage, je te le cache pas. Et je te remercie aussi parce que tu as bercé mon enfance quand même. De rien, moi c'est le hip-hop qui m'a bercé, c'est normal que si je peux rendre ça à quelqu'un, je suis super content. Et je te remercie Willy. Je t'en prie, big up à tous les breakers et les breakeuses aujourd'hui, les graffeurs, les danseurs. Et même les gens qui sont derrière et qui poussent les danseurs, qui poussent les graffeurs, même si vous ne faites rien, juste encourager, c'est déjà beaucoup. Il nous faut ça dans le hip-hop. Ok. Big up, à bientôt. Peace. N'hésitez pas à me saluer si vous me voyez, je vous ai pas reconnu. Très bien. Ciao à tous. Je leur montre le panorama.